Jusqu'à 13h, Côte-Nord. Attitude. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Bon lundi midi tout le monde et bienvenue à notre émission d'actualité et d'affaires publiques à Pure FM. Jean Saint-Pierre dans nos studios en direct du boulevard L'Or à Sept-Îles, en direct du studio Sept-Îles Embellissement Nutrit Côte-Nord. Et mon co-animateur Tommy Auger, lui, est au Carrefour Labbé où il y a une autre conférence aujourd'hui. Très intéressante celle-là, peut-être même une annonce, on ne sait pas, avec un porte-parole de la compagnie Champion. Ce sont les membres de la Chambre de commerce qui sont réunis encore ce midi. Et Tommy, au Carrefour Labbé, hein? Non, c'est au centre des congrès. Ah, on change de place, là. Oui, on change de place à la Chambre de commerce. On fait toujours le tour de différents endroits comme ça. Et là, on est prêt d'accueillir. La salle est quand même assez pleine. Les gens commencent à peine à s'installer pour le dîner. Ça va fonctionner comme la dernière fois. On prend notre entrée et ensuite, après l'entrée, M. Tafford de Champions Ironman viendra s'adresser aux gens pour, comme tu disais, peut-être une annonce ou une stratégie de Champion Iron. Et on aura plus de détails. Donc, en fin d'émission, tu vas nous revenir vers 12h50 pour nous résumer tout ça. On aura probablement un extrait également de la conférence là de Monsieur Catafort, qui est vice-président ingénierie. On annonce d'ailleurs, on a reçu un communiqué ce matin de la compagnie Champion Iron qui le nomme chef des opérations maintenant au sein de l'entreprise. Donc, plus de détails en fin d'émission. Tommy, merci d'être sur le terrain pour nous autres. Ça me fait plaisir. On se reparle tantôt. À tantôt. Également à Côte-Nord Attitude, on va d'abord commencer avec une entrevue avec Paul Lavoie, le directeur de la Chambre de commerce de Sept-Îles, et Nicolas Lapierre, coordonnateur du syndicat des métallos. Ils ont lancé mardi ce projet-là d'un collectif, un collectif qui regroupe 7 organisations, mais pas la ville de Sept-Îles. Donc, ça a été lancé vendredi, le collectif Sept-Îles Agir pour l'avenir. Nicolas Lapierre et Paul Lavoie en seront les porte-parole sur nos ondes dans quelques instants. C'est un mouvement apolitique qu'on voulait créer, qu'on veut créer là pour interpeller le gouvernement du Québec pour une relance de l'économie locale et il y a urgence à cette île, dit-on. Également vers 12h30, le président directeur général du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord, Marc Fortin, sera avec nous. On fait le point sur plusieurs sujets. On sait que la rencontre du conseil d'administration qui était prévue la semaine dernière a été cancellée là par des manifestations contre le projet Optilab. On en parle d'Optilab, on parle aussi de pénurie, de difficultés de recrutement dans le réseau de la santé, notamment pour les infirmières, là, ce qui cause des soucis, du temps supplémentaire notamment. Monsieur Marc Fortin, on fait le tour de différents points d'actualité, la nouvelle urgence qui s'en vient à Sept-Îles, les changements de services pour les personnes âgées également. Donc Marc Fortin en entrevue avec nous vers 12h30. Vers 12h40, c'est Natacha Savoie qui sera avec nous pour faire un bilan du rendez-vous de la Claque Rose. Le tournoi de curling réservé aux femmes a pris fin hier au club de Sept-Îles. On sait qu'il y a un projet, une belle cause derrière ça, là, celle de munir la fondation de l'hôpital de Sept-Îles d'équipements pour le dépistage du cancer du sein. On en parle avec Natacha Savoie. Ça a très, très bien été, hein, plus de 55 000 de bénéfices pour cette belle activité qui est le rendez-vous de la Claque Rose qui revient. C'était la 9e édition. Et puis, comme nous le disait Tommy Auger, on va retourner le voir en direct du centre des congrès où actuellement un porte-parole de Champion Iron fait le point sur les diverses étapes vers la réouverture de la mine du lac Bloom. Avant cette série d'entrevues sur nos ondes, on vous propose à l'instant un bulletin d'information régionale. Actualité Pure FM. Ben oui, Champion vient tout juste d'annoncer la nomination de M. David Catafort. Catafort, oui, comme chef des opérations de la future mine de fer du lac Bloom. Ce dernier prononce une conférence devant la Chambre de commerce de Sept-Îles pour faire le point, justement, sur la réouverture de cette mine près de Fermont. Avant de se joindre à Champion, M. Catafort a occupé divers postes administratifs chez l'ancien propriétaire de la mine, Cliff Natural Resources. David Catafort
Ratafor a joué un rôle clé dans la réalisation de l'étude de faisabilité de la mine du lac Bloom, dont les résultats publiés le 16 février concluent que la reprise de l'exploitation serait rentable sur les marchés mondiaux. Le maire de Sept-Îles se désole de voir naître un collectif pour la relance économique qui exclut les intervenants politiques. Le nouveau collectif lancé vendredi par la Chambre de commerce regroupe 7 organisations, dont la commission scolaire, le cégep et le port de Sept-Îles, mais pas la ville. Le président de la Chambre de commerce, Steve Chapado, a défendu le regroupement qui veut demeurer apolitique. Selon lui, des centaines d'emplois ont été perdus, une dizaine d'entreprises de Sept-Îles sont encore menacées de fermeture et il y a urgence d'agir. Le maire Régent Porlier trouve que c'est n'importe quoi de créer un mouvement pour faire de la pression politique sur le gouvernement du Québec sans inviter les élus locaux. Il rappelle que la ville a posé beaucoup de gestes pour la diversification de l'économie. C'est la deuxième fois que la Chambre lance un cri du cœur sans associer le maire à ses démarches. Le collectif appelé Sept-Îles Agir pour l'avenir demande au gouvernement de financer un fonds d'urgence de 25 millions de dollars, de devancer certains travaux publics et de soutenir les projets Mine Arnaud et la réouverture de la mine du lac Bloom. Plus de 175 personnes ont assisté à la 2e édition des Dragons Sept-Rivières au cégep de Sept-Îles jeudi soir. Luc Vallière a décroché 2 prix avec son projet Thermex Côte-Nord. L'entreprise propose un service de détection infrarouge, des fuites et des points chauds. Les 6 dragons de Sept-Îles et Port-Cartier ont étudié 8 projets finalistes. Julie Berthaud a remporté une bourse de 5 000 $ pour l'expansion de sa boutique au Petit Mouton. Le projet d'atelier de couture Mix Création, présenté par 3 élèves de l'école secondaire Jean du Nord, s'est mérité une bourse de 500 $ et des promesses d'achat. La députée fédérale de la Côte-Nord, Marilyn Gill, devient whip du Bloc québécois à la Chambre des communes. Elle a été nommée hier par la nouvelle chef du parti, Martine Ouellette. Marilyn Gill dit apprécier la confiance de sa chef, qu'elle a toujours appuyée. La députée de Manicouagan est motivée dans sa nouvelle fonction. Le whip est responsable de coordonner le travail des députés d'un même parti à la Chambre et à l'extérieur. Et puis, 125 élèves et membres du personnel de l'école Gamache de Sept-Îles ont célébré vendredi l'accomplissement du défi 100 000, oui. Ils ont marché 1 000, soit 1,6 km quotidiennement pendant 100 jours. Chaque élève avait en sa possession un coloriage de souliers avec 100 cases représentant les 100 jours de défi. La marche pouvait être remplacée par 30 minutes d'activité physique comme la course ou le patin. Tout le personnel s'est impliqué afin de faire bouger les enfants. Voilà, ça complète ce bulletin d'information régionale. Attitude. Pendant le Blitz 5 jours, choisir Nissan, c'est encore plus avantageux. Choisissez le crédit pièces et accessoires allant jusqu'à 4 000 $ ou le rabais Mon Choix allant jusqu'à 3 500 $. Et en ce moment, pour 5 jours seulement, obtenez un rabais additionnel allant jusqu'à 1 000 $ sur les modèles sélectionnés. Ce qui équivaut à un rabais au total de 1 750 $ sur la Sentra, 2 000 $ sur le Rogue, 2 250 $ sur le Pathfinder et 4 500 $ sur le tout nouveau Titan. Faites vite, le Blitz 5 jours de Nissan se termine le samedi 25 mars. Visitez choisissez-nissan.ca ou votre concessionnaire Nissan. Vous écoutez Côte-Nord Attitude, en direct du studio Sept-Îles Embellissement Nutri de Côte-Nord. Vous prévoyez un séjour à Québec? Offrez-vous l'expérience Concorde. Situé en plein cœur du centre-ville, l'hôtel Le Concorde propose un parfait mélange d'élégance et de confort. Nos chambres multiples sauront répondre à vos besoins avec Internet haute vitesse, accès à la piscine et spa intérieur, ainsi qu'à la salle d'entraînement. Régalez-vous en toute beauté avec le restaurant Ciel, notre bistrot-bar tournant avec vue imprenable sur la vieille capitale. Nombreuses activités familiales et culturelles à proximité, tarifs corporatifs avantageux et plusieurs forfaits attrayants. leconcordequebec.com. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94.1.
J'ai actuellement avec moi le directeur général de la Chambre de commerce de Sept-Îles, Paul Lavoie, et le coordonnateur du syndicat des métallos pour l'Est du Québec, basé à Sept-Îles, Nicolas Lapierre. Ils seront les porte-parole sur nos ondes du nouveau collectif Sept-Îles Agir pour l'avenir. Il y a eu un point de presse vendredi là, au cégep, au pavillon Alouette, près du cégep de Sept-Îles, et ce nouveau collectif veut stopper l'hémorragie, limiter les dégâts, en fait, relancer l'économie de Sept-Îles. Bonjour messieurs, bienvenue à Côte-Nord Attitude. Bonjour. Bonjour, merci. Alors Paul, c'est vraiment une initiative de la Chambre de commerce, là, la création de ce collectif. J'imagine qu'on en discutait depuis quelques jours là à Sept-Îles, de regrouper les forces vives du milieu, c'est un peu ça? Ben en fait, c'est une initiative qui est extrêmement récente. Disons que le déclencheur a été au niveau de la fermeture du groupe Trinor. La Chambre de commerce aurait pu se lancer toute seule dans cette aventure-là, mais pour nous, c'est important d'embarquer certains partenaires avec nous justement pour que le milieu puisse parler d'une voix forte. Le Trinor, c'est un peu la goutte qui a fait déborder le vase. Les métallos ont rapidement réagi. C'était vos membres. C'est quand même un fleuron qu'on perd à Sept-Îles. C'est significatif, hein? Ça démontre bien un peu comment l'état de notre économie. Oui, c'est très significatif. Puis effectivement, nos membres étaient particulièrement chez FADNOR, qui est une des 4 entités de Trinor. Et puis, évidemment, oui, c'est très significatif. En 2013, on avait 125 travailleurs syndiqués avec les métallos qui travaillaient là. Dernièrement, on en avait une vingtaine. Donc, c'est clair qu'on voyait l'impact de l'économie. Puis, c'est clair qu'on est convaincu que malheureusement, si rien n'est fait, qu'il y a d'autres entreprises qui vont déposer le bilan. En tout cas, c'est minimalement ce qu'on entend sur le terrain. Fait que oui, on avait une volonté de réagir, puis une volonté de montrer à nos travailleurs qu'on était là pour eux autres, puis qu'on les laisse pas seuls dans cette épreuve-là. J'ai eu une réaction du côté du maire de Sept-Îles, forte réaction d'ailleurs, qui trouve un peu ridicule. Pour lui, là, ça n'a pas de bon sens de créer un mouvement comme ça qui n'inclut pas les politiciens, parce qu'on n'a pas invité les députés, les élus, conseillers et le maire de Sept-Îles. Est-ce que c'était voulu, quoi? On voulait créer un mouvement apolitique? Ben, l'idée, en fait, c'est que on voulait, on s'entend que c'est pas une question de désaveu, c'est pas, je comprends qu'il y a eu certaines, peut-être, réactions émotives. Pour nous, c'est important que le comité soit exempt d'élus, donc apolitique, parce qu'on s'adresse à des élus. Donc, à ce moment-là, ce qu'on veut, c'est que c'est une démarche dans laquelle il n'y a pas de politiciens dans le collectif, mais qui s'adresse aux politiciens. On se voulait donc exempt le plus possible de toute forme de partisanerie, quelle qu'elle soit. Ça permet, en fait, d'être plus efficace dans nos démarches. Pourquoi inclure le président de la commission scolaire à ce moment-là, le cégep, le port de Sept-Îles? C'est quand même des organisations publiques aussi, un petit peu politiques quand même. Là. Dans le cas du président de la commission scolaire, c'est un élu, en quelque sorte, non? Ben, c'est qu'il représente le milieu de l'éducation, mais l'important, en fait, pour nous, c'est surtout la dimension qui est non partisane. Donc, je veux dire, si on va dans le fin fond du détail, évidemment, M. Vigneault a été élu à son poste, sauf que sa job n'est pas de faire de la partisanerie, il représente le milieu de l'éducation. Donc, on veut vraiment être des organismes du milieu. Les élus vont être interpellés pour éventuellement poser des gestes, mais ce qu'on veut créer, c'est un momentum pour provoquer les actions, pour que les choses s'en viennent. Et il n'y a aucune partisanerie dans notre mouvement. C'est vraiment, c'est pas quelque chose qui est fait contre ou pour les élus, c'est quelque chose qui est fait pour la ville de Sept-Îles et ses citoyens. Parce que le maire Régent Parlier note quand même que c'est la deuxième fois que la Chambre de commerce ne l'invite pas dans une conférence de presse. La sortie précédente, là, c'était un cri du cœur pour interpeller Investissement Québec à être plus transparent dans le dossier Mine-Arnaud. La Chambre est pas en guerre contre le maire de Sept-Îles, si je comprends bien. On voulait créer un mouvement apolitique, tout simplement. Il y a absolument pas de guerre politique entre M. Parlier et la Chambre de commerce. Comme je t'ai expliqué tout à l'heure, pour nous, c'était important tout simplement d'être exempt de toute forme de partisanerie. Bon, je comprends qu'il peut avoir eu des réactions plus ou moins émotives par rapport à ça, mais ça, c'est les perceptions des personnes concernées. Nous autres, l'objectif était absolument pas là. On n'est pas là dans notre démarche. Nicolas, du côté des syndicats, on n'aurait pas préféré un mouvement qui inclut les politiciens, les députés? Non, évidemment, on est à la même place que l'ensemble des acteurs du collectif pour la simple et bonne raison. Puis moi, je rajouterais un peu là-dessus. Le questionnement qu'on a eu, c'est que si on invite la maire, minimalement, il faudrait inviter on peut penser que la mairesse de Port-Cartier, parce que notre cri du cœur, là, il est pour cette île, mais il est aussi pour l'économie. À la conférence de presse, on a parlé du Havre, on a parlé de Bécomo, on a parlé de Port-Cartier. On vit toute la même réalité. Les métallos rayonnent plus loin que cette île. On rayonne sur toute la Côte-Nord. La commission scolaire du Fer aussi. Le cégep, on rayonne large aussi, là. Ça fait que, si on aurait invité le maire de cette île, il fallait inviter la mairesse de Port-Cartier.
après ça, est-ce qu'on invite le maire du Havre? Est-ce qu'on invite la députée Mme Richard? Est-ce qu'on invite Mme Gill? On a voulu éviter ça. C'est justement pour ça. Le message qu'on voulait envoyer, c'est que c'est le milieu économique, scolaire et syndical, donc qui représente les travailleurs et les différentes organisations du milieu, et ne pas tomber dans la politique partisane. C'était justement ça qu'on voulait pas. Fait que on est très à l'aise avec la composition de tout ça. Je comprends que c'est la pureté du monde, mais nous, ce qui nous interpelle là-dedans, là, c'est autant pour nous, le syndicat des métallos, de représenter nos membres. Nos membres étaient très heureux chez FADNOR de voir que le milieu se prend en charge, puis le milieu est avec eux autres, puis le milieu partage leurs souffrances. Puis même chose pour les entrepreneurs. Je suis convaincu que les entrepreneurs sont très contents de la sortie de la Chambre de commerce, parce que il y a des gens qui souffrent. Le vrai débat, là, c'est qu'il y a des entrepreneurs qui souffrent, il y a des travailleurs qui souffrent. Moi, dans mon bureau, là, j'ai des travailleurs qui viennent à tous les semaines me voir parce qu'ils viennent décaisser des REER pour survivre, parce que ça fait 2 ans qu'ils souffrent. Puis ce que j'entends quand je parle à des entrepreneurs à cette île, c'est qu'il y en a qui nous disent 1 an encore, on dépose le bilan. Fait que moi, là, si il y a des gens qui sont offusqués, qui étaient pas là, ben, qu'ils soient rassurés. Notre mouvement est apolitique, mais le jour où on aura besoin d'eux, on va les solliciter, puis on s'attend qu'ils collaborent, puis on est convaincu qu'ils vont collaborer. Moi, je pense que les élus, parce que moi, j'ai pas eu de mauvais feedback des députés, puis que personne n'était offusqué. Je suis convaincu que tout le monde est à l'aise avec la démarche, puis tout le monde devrait saluer la démarche, parce que ultimement, ce qui nous intéresse, là, c'est pas les intérêts personnels de personne, c'est le bien commun de la région. C'est ça qui devrait être notre leitmotiv à tout le monde. Puis moi, je m'attends que quand on va avoir si on a besoin des élus, on va les solliciter, puis on s'attend qu'ils collaborent. Ça fait que moi, je vois pas de problème. Je pense qu'il faudrait peut-être recentrer le débat, ce qui est vraiment, c'est la souffrance que vit notre région, puis ça, faut y faire face. Puis moi, je peux vous dire que sur le terrain, là, mes travailleurs, ils sont très heureux de la sortie qu'on a faite, puis ils se sentent pas seuls dans cette épreuve-là. C'est ça qui est important. Paul, c'est vraiment ça la réalité sur le terrain. Là, ton président Steve Chapado en a fait mention. Il y a peut-être encore une dizaine d'entreprises qui pourraient fermer dans les prochains jours, dans la prochaine année. Actuellement, l'économie roule pas à cette île. C'est ça la réalité. C'est très difficile au niveau économique, évidemment. Mon président a parlé d'une dizaine d'entreprises. Évidemment, c'est des informations privilégiées. On peut pas donner de nom, mais effectivement, il y a des entreprises pour lesquelles c'est très difficile. On pourra reprendre l'expression consacrée, l'élastique qui était tiré jusqu'au bout pour certains. Et c'est pour ça qu'on a tenu fortement pendant la conférence de presse, et on est revenu souvent là-dessus, à saluer les efforts qui sont faits, entre autres par le gouvernement libéral avec les annonces qui sont faites. On a des beaux projets miniers qui s'en viennent, même les efforts qui sont faits au niveau municipal pour augmenter la culture entrepreneuriale. Mais là, on parle de résultats possibles à moyen et à long terme. La problématique, en fait, est sur le court terme, et c'est pour ça que nous, on veut réagir maintenant, aujourd'hui, pour qu'il se passe des choses. On parlait du fonds d'urgence qu'on avait fait des tentatives là 1 an. Il faut absolument activer ça pour être capable de se rendre au moyen terme. Ensuite, on parlait les fameux contrats qui ont été annoncés au niveau gouvernemental. Pourquoi ne pas les devancer un peu, et pourquoi ne pas faire des efforts pour accélérer l'arrivée des grands projets industriels? Ça, c'est des choses qui peuvent être faites, mais ce dont on a besoin, en fait, c'est d'actions à court terme. Et c'est là-dessus qu'on insiste dans le collectif. Oui, d'ailleurs, on s'adresse directement au gouvernement du Québec. Des solutions, c'est les 3 que tu viens de mentionner, là. Un fonds d'urgence, devancer certains travaux publics, et peut-être aider concrètement là, les projets les plus avancés qui semblent rentables dans une perspective à court et à moyen terme. On parle de Mines Arnaud et de Champion. C'est ce qu'on demande au ministre Pierre Arcan. Là, c'est à lui qu'on a écrit dans un premier temps. Tout à fait. Maintenant, on a sorti beaucoup de chiffres aussi à cette conférence de presse, hein? Entre autres, le nombre d'élèves qui a diminué depuis 2012, la population qui diminue. Je pense du côté des métallos, c'est les emplois qu'on perd. Là. On a perdu 1000 emplois depuis 2014 avec la fermeture de Cliff et tout ce qui en découle. Clairement, 1000 emplois, au-dessus de 1000 emplois très rémunérateurs. Juste pour cette île, là. Rien que pour cette île. Cette île et le lac Bloom, là, j'inclus le lac Bloom là-dedans. Puis si on va aller plus loin que ça, j'inclus le Havre. Le Havre a perdu 70 emplois permanents aussi. Puis Port-Cartier aussi, avec ArcelorMittal, il y a eu des réductions de coûts aussi. Puis il y a eu, les gens sont pour la plupart pas remplacés. Ça fait que bon an, mal an, on diminue le nombre de gens qui ont des emplois. Ça fait de la pression partout sur les services communautaires. Ça fait moins d'argent d'injecter dans l'économie. Puis il arrive ce qui arrive. Il y a des entreprises depuis 2014 qui peinent à joindre des deux bouts. Puis là, le bas de laine, il s'effrite. Puis là, il faut faire quelque chose pour éviter que le tissu social se brise. Là, parce que clairement, quand les entreprises vont fermer, il y a une rupture de service, mais que l'économie reparte, ben ils seront pas là, ces entreprises-là, pour être là, pour épauler soit les grands donneurs d'ordre ou épauler la reprise de la consommation. Ça fait que c'est sûr que oui, on a perdu beaucoup d'emplois. On est très préoccupés par ça. Puis nous autres, on est très à l'aise de la sortie qui a été faite. Puis je dis souvent une chose. Quand on bouge, on est sûr, il y a une chose qu'on est sûr, c'est qu'on risque de gagner quelque chose. Quand on bouge
pas, on est sûr de perdre. Puis ce qu'on a fait la semaine passée, c'est qu'on a bougé, puis on a envoyé le signal autant à nos travailleurs qu'aux entrepreneurs, que le milieu nord-côtier, c'est que, écoutez, on partage la souffrance des gens, puis on est là, puis on va tenter, à la lumière de nos possibilités, on va tenter de mettre l'épaule à la roue, puis d'essayer de rebrasser ça pour redynamiser tout ça. Les solutions proposées, Paul Lavoie, sont les bonnes, sont réalistes. On pense que de créer un fonds de 25 millions de dollars, devancer des travaux publics, concrètement, c'est possible pour le gouvernement d'agir dès 2017 avec ces demandes-là. Là. On croit fermement, écoute, pour le fonds de 25 millions, c'est possible d'agir de façon extrêmement rapide. Les contrats qui ont été annoncés, ils sont forcément budgétés. C'est fort probablement possible de les devancer d'une certaine dans un certain délai par rapport aux grands projets industriels. Ben mettre l'accélérateur, ça se voit dans certains projets avec le gouvernement. Ça s'est déjà fait à Port-Cartier avec QCM à l'époque. On l'a vu que ça a été fait avec la cimenterie de Port-Daniel. Alors pourquoi pas pour nos projets à nous? Je pense qu'à un moment donné, il faut prendre conscience que maintenant, la problématique, elle est là et c'est maintenant qu'il faut réagir absolument. Et c'est pour ça que le collectif a décidé de mettre son pied à terre et demander que des actions soient prises immédiatement. J'imagine que dès vendredi, là, le même jour qu'on faisait le lancement de ce collectif Agir pour l'avenir de cette île, on a envoyé la lettre à Pierre Arcan. Est-ce qu'il y a d'autres actions qui s'en viennent là? On se souvient en 1982, il y en avait un mouvement comme ça qui avait été créé. Ça avait donné une marche vraiment exceptionnelle où la population s'était mobilisée à cette île. Puis par après, on a eu le quai de la relance qui a permis d'accueillir, d'avoir une étude favorable pour l'aluminerie à l'ouest. Est-ce qu'on pourrait mobiliser la population dans les prochains jours? Alors moi, je suis convaincu de ça. C'est que les gens sont prêts, les gens veulent bouger, les gens veulent envoyer le message qu'ils veulent travailler puis qu'ils veulent habiter le beau territoire qu'on a. Je dis souvent qu'elle est belle, notre Côte-Nord, mais s'il n'y a pas d'emploi, on peut pas demander aux gens de rester ici. Là, si les gens veulent partir, on comprend que les gens ils ont besoin d'un gagne-pain puis qu'ils cherchent à partir. On l'a vu encore dans le déficit démographique. Année après année, la Côte-Nord se vide. Oui, moi, je suis convaincu que si mobilisation il y a, les gens vont être là, ça m'inquiète même pas. D'où l'objectif du collectif de ratisser le plus large possible, le faire apolitique, de dire que c'est une prise en charge de la base des travailleurs, du milieu économique. C'est une prise en charge pour dire, écoutez, on est là, on existe, puis on est là pour trouver des solutions positives. Puis, tu sais, je tiens à dire qu'on a insisté beaucoup à la conférence de presse, qu'on a salué les efforts du gouvernement du Québec, parce qu'il y a quand même des efforts qui ont été faits, mais c'est des efforts qui vont porter fruit à moyen et long terme. Donc, nous, on a besoin d'une solution, pas demain matin, on a besoin d'une solution aujourd'hui, là, puis ça, c'est imminent. Ça reste à suivre, hein. Il y a peut-être une annonce aujourd'hui, les gens de Champion sont à cette île, les invités de la Chambre de commerce. Ça ferait du bien, là, une annonce pour Champion, même si c'est pas des embauches en 2017. Ça nous permettra justement peut-être de planifier pour rester en région et profiter de tout ça en 2018. C'est vraiment là que la reprise est plus probable. Hein? C'est ce qu'on nous annonce, puis c'est pour ça qu'on est très heureux que M. Catafort soit là aujourd'hui. Je vais entendre en même temps que vous ce qu'il va avoir à dire, mais l'objectif du collectif, c'est justement de poser la question. C'est aujourd'hui qu'il faut bouger. Les grands projets s'en viennent peut-être pour 2018, mais c'est en 2017 qu'il faut agir, et c'est aujourd'hui qu'il faut agir. Paul Lavoie, Nicolas Lapierre du collectif Sept-Îles, Agir, Avenir, un gros merci pour votre passage à notre émission. Merci de nous avoir reçus. Merci. Attitude. La salle de spectacle Jean-Marc Dion et Vacances Inter présentent les grands explorateurs Hawaii, les îles du bonheur. Ce mercredi 22 mars à 20h, présenté par Richard-Olivier Johnson. Laissez-vous charmer en parcourant les 4 principales îles, Honolulu, sa capitale, et ses célèbres plages. Des billets sont encore disponibles au 962-0100 ou achetez-les en ligne en tout temps au www.spectacle-7-îles.com. Votre salle de spectacle présente pour vous sur Facebook. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94. On va parler de notre réseau de la santé, sa transformation et toute l'actualité autour de notre réseau de la santé. On sait qu'il y a eu des annonces importantes. La visite du ministre Barrette il n'y a pas si longtemps du côté de cette île. Monsieur Marc Fortin est président et directeur général du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord. Bonjour, Monsieur Fortin. Bonjour, Monsieur Saint-Pierre. Monsieur Fortin, d'abord, la séance du conseil d'administration a été perturbée, annulée même par des manifestations bruyantes
conséquente la semaine dernière. Est-ce qu'il y a des conséquences à ça, là? Il devait pas y avoir un CA quand même important avant le changement d'année budgétaire pour le 6 Côte-Nord. En fait, tous nos conseils d'administration ont quand même de leur importance. On était désolé d'avoir l'obligation d'annuler la séance. Tous les points à l'ordre du jour qui peuvent être reportés au début mai vont l'être. Et ceux qui peuvent pas être reportés, comme certaines nominations de médecins ou certains dossiers, on fera éventuellement un CA à huis clos extraordinaire pour boucler l'année. C'est encore le dossier Optilab là, qui était en fait des élus qui contestent le projet, surtout les syndicats. On a l'impression là, c'est un projet du ministre Barrette qu'on a regardé quand même du côté de votre conseil d'administration. Comme le ministre nous l'a répété lors de son récent passage à cette île, il n'y a pas vraiment de conséquences pour la Côte-Nord, d'après ce qu'on peut voir là. En fait, vous avez tout à fait raison. Il n'y a pas vraiment de conséquences. Ce n'est que des conséquences heureuses. Le projet Optilab va nous permettre de consolider des corridors de services rigoureux et professionnels qui vont sûrement donner une stabilité au fonctionnement de nos laboratoires. Oui, là, ça va se faire le 1er avril. Les employés des laboratoires vont être transférés sous juridiction du 6 Saguenay-Lac-Saint-Jean. Vous, comme PDG, ici sur la Côte-Nord, ça vous dérange pas d'avoir des gens dans vos bâtiments qui travaillent pour un autre établissement? Non, pas du tout. Écoutez, c'est pas une question de possessivité là, de territoire, mais c'est beaucoup plus une question d'améliorer nos services à la clientèle. Et dans ce cadre-là, au 1er avril, tout va fonctionner normalement parce que je siège au conseil, au comité stratégique, c'est-à-dire de la grappe des laboratoires avec mes collègues PDG des autres territoires. Et on a convenu qu'au 1er avril, rien ne changeait pour nos employés, compte tenu qu'il y a encore des travaux à faire avant que nos employés soient gérés par une autre grappe. On peut comprendre les syndicats là, de défendre leurs membres, d'avoir des inquiétudes en changeant d'employeur comme ça. Là, vous nous dites que les services à la population, là, ça va être tout aussi efficace. Il y en a déjà des échantillons qui circulent sur les routes et ça marche en général assez bien. Il y a peut-être que des tempêtes de neige qui peuvent un petit peu perturber le processus actuellement. Là. Oui, tout à fait. On considère que des incidents comme une tempête de neige, comme il est arrivé particulièrement sur la route 13, l'autoroute 13 à Montréal et sur la Côte-Nord, sont obligés de fermer les routes. Bien, ça, c'est des conséquences normales de choses, mais avec la traçabilité du projet des échantillons avec Optilab, on va avoir plus d'assurance qualité. Monsieur Fortin, bon, il y a un maraudage, là, une campagne de maraudage qui est terminée. On a un peu simplifié les choses, hein. Pour le 6 Côte-Nord, là, c'est avantageux la nouvelle situation. On a un syndicat par catégorie, ça va faciliter les communications entre l'employeur et les employés, là. On est très heureux dans le tournure des événements. Oui, on préfère de beaucoup travailler avec 4 unités d'accréditation et à partir du moment où c'est connu maintenant, on va pouvoir se mettre à pied d'œuvre et être entré en relation avec nos représentants syndicaux pour travailler ensemble. C'est un peu une volonté du réseau de simplifier tout ça, là. Quand on a créé un seul centre intégré de santé et de services sociaux, il fallait des ajustements aussi, là. Ben oui, c'est nécessaire parce que le sens de la réforme de la loi 10, c'est pour une meilleure intégration des services, une meilleure fluidité. Pour ce faire, il faut donc que tout le monde travaille sur la même enseigne. On avait trop d'unités d'accréditation, trop de silos. Alors, avec le maraudage et la résultante de ce maraudage-là, on est en bonne voie là, d'améliorer les services avec nos vis-à-vis syndicaux. Monsieur Fortin, il y a une inquiétude qui demeure dans notre réseau sur la Côte-Nord, c'est la pénurie ou les difficultés de recruter là, pour certaines professions. On a parlé des psychologues, entre autres. La présidente du syndicat des infirmières me dit que c'est encore un sérieux problème, le recrutement pour les infirmières. Ça force du temps supplémentaire et tout ça. On y travaille aux solutions dans ce domaine-là? Il faudra plus qu'y travailler. Il faut vraiment innover puis être créatif. Et en ce sens-là, je vous dirais que la Côte-Nord est souffrante, pas juste au niveau des infirmières ou des psychologues et des travailleurs sociaux, mais aussi pour nos préposés aux bénéficiaires, pour nos personnes âgées notamment. Donc, il faut absolument revoir nos façons de faire et comme évidemment le maraudage a eu ce résultat cette semaine, bien, on est très heureux de pouvoir s'associer le plus rapidement possible pour trouver des solutions ensemble. Oui. Comment on peut faire pour recruter, là? Actuellement, on affiche des postes puis il n'y a personne qui applique. Quoi? Le problème est là? Ben, effectivement. On affiche des postes, mais aussi, il faut avoir les qualifications de base nécessaires et il faut avoir une certaine formation. Et vous savez, les préposés aux bénéficiaires, notamment, c'est un travail, moi, ce que je considère les plus vénérables dans notre organisation. Et les conditions d'emploi sont pas faciles. Donc, c'est difficile
difficile d'avoir un préposé aux bénéficiaires qui a la bonne attitude, la bonne disposition et les habilités de travailler avec beaucoup de sensibilité pour cette clientèle-là. Alors, c'est pas simple de trouver des personnes qui ont cette vocation. Il y a eu des déménagements en début de semaine du côté de certains aînés de cette île, la résidence Ulgel-Pelletier qui devient dans la nouvelle section là, que le ministre est venu couper le ruban la semaine dernière. C'est en transformation, mais en même temps, on rajoute du personnel, il y a des fonds neufs pour tout ça. Ça se passe bien, là. C'est une amélioration des services aux aînés là, qu'on est en train de vivre à cette île. Ben, c'est des très bonnes nouvelles. Vous savez, M. Arcan, quand il est venu nous présenter, en fait, les investissements, c'est quand même 1,5 million là, pour les personnes âgées. Donc, on va améliorer nos ratios de personnel, évidemment en autant qu'on trouve du personnel. Donc, c'est ça notre défi sur la Côte-Nord. On a des investissements également pour des places de santé mentale. Donc, il nous manquait des places externes pour les personnes qui sont dans nos murs. Donc, ça, c'est une excellente haute nouvelle. Et avec l'annonce de l'urgence, ben là, écoutez, c'est la cerise sur le Sunday. Alors, on est très heureux. C'est une bonne nouvelle quand même. On pense que le ministre a été convaincu à sa visite précédente, quand il a visité les installations à l'urgence de cette île. Ça lui a tout de suite, ça l'a éclairé pas mal, M. Barrette, là. Ouais, M. Barrette a cette qualité de vouloir aller sur le terrain puis voir de visu ce qui se passe. Et quand il a visité notre urgence à cette île, il a constaté que lorsqu'il a rencontré également le comité des usagers, il a compris l'importance que ça revêt pour les citoyens de notre territoire. Donc, il a mis ce projet-là de l'avant et on est très heureux. Oui, en attendant, c'est en 2021 que tout ça va être complété. Est-ce que la situation, on est capable d'améliorer quand même? Il y avait des délais d'attente qui étaient longs là à cette île, à l'urgence. On en a déjà parlé, mais je pense que c'est encore un endroit où c'est problématique sur la Côte-Nord. Ça s'améliore tranquillement, tout ça? Je considère que cette île s'est améliorée quand même de façon plus significative au cours de la dernière année. Il y a différentes actions qui ont été posées. Notre problème majeur sur nos urgences, c'est plus présentement à Bécomo. Alors, on va s'attaquer à ce problème-là également. Lors de la réunion précédente, le conseil d'administration du CIS Côte-Nord avait adopté un plan de redressement. On voulait un retour à l'équilibre budgétaire. Là, le changement d'année fiscale, c'est très bientôt pour le gouvernement du Québec. 2017-2018, ça commence le 1er avril. Est-ce qu'on s'attend à ce que dans la prochaine année, on aura tous les fonds qu'on a besoin pour notre réseau de la Côte-Nord, là? Ben, je suis très optimiste sur le niveau d'indexation que nous aurons dans le prochain budget. J'estime qu'on aura les fonds nécessaires pour donner les services attendus pour la clientèle de la Côte-Nord. Pour un PDG, on gère un peu de l'austérité. En tout cas, on gère un budget serré depuis que vous êtes là, M. Fortin. Ça vous dérange pas? C'est quand même compliqué. On doit aller des raccoins pour économiser souvent, là. Oui, c'est toujours un défi de tous les jours. Et c'est certain qu'il y a des pistes d'amélioration qui ont été ciblées. Notre objectif, c'était de couper le moins de postes possible. En fait, on veut pas couper de postes pour arriver à l'équilibre budgétaire parce qu'on considère qu'on en manque des postes. Et on veut préserver l'ensemble des services sur la Côte-Nord. Donc, le défi, c'est de travailler autrement. Donc, c'est pour ça que j'ai fait 40 rencontres avec le personnel. On a rencontré plus de 900 personnes de nos employés pour expliquer le plan de transformation. Quand les élus se disent préoccupés, là, pas juste par Optilab, par l'occupation du territoire, mais aussi par les services de proximité. Pour vous, on va toutes les garder, nos services de proximité. On va passer à travers là, toute cette réorganisation dans notre réseau de la santé en sauvant tous les meubles, finalement. Parce qu'on regarde, des fois, il y a des transferts comme les chirurgies d'œsophage, là, il semble que les gens sont plus traités sur la Côte-Nord. On est une petite région, mais on veut pas tout le temps avoir à se déplacer quand on a des problèmes de santé, quand même. Oui, ça, c'est intéressant comme question. En fait, avoir un service sur la Côte-Nord, c'est une chose, mais avoir la dextérité professionnelle pour desservir adéquatement, c'est une autre chose. Dans des cas comme celui-là, il faut du volume d'activité. Donc, pour la sécurité des patients, il vaut mieux des fois se déplacer dans une région où ils ont l'expertise aguerrie. On est pris avec des normes, qu'il faut que le nombre justifie un service. Sur la Côte-Nord, on va se ramasser avec de moins en moins de services tout le temps. La population diminue. Non, on va préserver l'ensemble des services, mais pas à n'importe quel prix. Il n'est pas question qu'on empiète sur la sécurité des patients. Donc, si le service dans une région, compte tenu que l'habileté professionnelle ne peut pas être au rendez-vous parce qu'on ne fait pas assez de volume, on n'hésitera pas à organiser des corridors de services avec un territoire pour sécuriser les patients qui vont être opérés. Eh bien, M. Marc Fortin, je rappelle que vous êtes président et directeur général du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord. Un gros merci pour cette entrevue radio. M. Saint-Pierre, merci.
Côte-Nord. Attitude. Chaque citoyen a droit aux mêmes informations sur la santé, le budget, l'état des routes ou tout autre service gouvernemental. Il est d'une importance capitale que le gouvernement utilise tous les moyens possibles pour rejoindre l'ensemble de la population, à commencer par la radio régionale. De Montréal à Fermont, l'information doit être la même pour tous. Le gouvernement a le devoir d'atteindre chacun d'entre nous, peu importe la façon dont nous choisissons de nous informer. Un message de l'Association des radios régionales francophones et de l'Association des radiodiffuseurs communautaires du Québec. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94.1. On va faire un retour sur un des événements sportifs qui avait lieu cette fin de semaine. Sportif et social également, hein? C'est le tournoi, le rendez-vous de la Claque Rose, un événement depuis 9 ans annuel à cette île. Et Natacha Savoie a fondé cette activité-là et elle en est encore bien impliquée comme coordonnatrice. Bonjour Natacha. Bonjour. Alors ça a été une belle Claque Rose en fin de semaine, là. La 9e, c'était la meilleure. Quoi, on a de l'expérience maintenant à l'organisation, hein? Oui, c'est ça. Chaque année, je viens de dire, c'est notre plus belle, mais je vais encore te le répéter. Cette année, ça a été encore une très belle édition. Oui, est-ce qu'il y a des moments forts, quoi? Le curling, c'est presque secondaire dans une activité, un événement comme celui-là, là. Oui, vraiment, je pense que c'est le curling, là, c'est la raison pour apporter les filles, mais une fois rendues là, oui, on joue au curling. Les filles jouent quand même 3 parties. Il y en a qui sont initiées au curling, d'autres que ça fait quelques années qui viennent jouer une fois par année. D'autres qui sont plus régulières, mais c'est surtout la rencontre des filles, je le dis tout le temps, c'est un gros happening de filles, c'est festif, les filles s'amusent, c'est vraiment, vraiment le fun de voir ça. En même temps, c'est pour une cause dans le domaine de la santé. Hein. Ça progresse bien. À part ça, il y a une entente. C'est sûr que là, on est rendu à la 9e édition, mais depuis 2014, on a une entente ferme là de 5 ans avec la Fondation de l'hôpital de Sept-Îles pour justement mieux équiper là notre hôpital pour la détection du cancer du sein. Et mon Dieu, on a presque atteint les objectifs des 5 ans à la 4e année. Oui, on est vraiment fiers de dire que la Claque Rose a ramassé jusqu'à maintenant 239 993,22 sur un objectif de 250 000. Bon, l'année prochaine, ça va vous prendre d'autres projets? Oui, Marie-Claude Casey-Légaré de la Fondation a expliqué un petit peu aussi que le surplus d'argent qui va être amassé l'an prochain, va être dédié à la cause du cancer du sein. C'est sûr qu'on va s'asseoir, l'hôpital, moi, avec Marie-Claude, pour voir si on dépasse, et sûrement qu'on va dépasser l'objectif, vers où ces sous-là vont être dirigés. Oui, là, ça va être la 10e édition l'an prochain. Si tu veux revenir le lundi après l'événement, nous dire que ça a été le plus beau en 10 ans, il va y avoir des efforts à faire, là. Oui, c'est une 10e, c'est toujours spécial, quand même. Oui, puis on veut la teinter, cette édition-là, c'est sûr, là. 10 ans, c'est notre 10e anniversaire. On va clôturer notre projet de 5 ans. On va avoir atteint nos objectifs. Sans dire vers où on veut aller, c'est ça que déjà le comité a des idées. Là. Oui, même au-delà de l'an prochain, je pense que c'est là pour rester, le tournoi de la Claque Rose. C'était une bonne idée dès le départ, puis ça a charmé les gens, je pense, hein, des gens qui connaissaient pas le curling, entre autres. Oui, c'est vrai que ça a commencé petit. On se rappelle, la première année, on avait un objectif de 3 000 là. Puis on se disait, on va faire 1 an, puis on va voir. Puis là, on est à 9 éditions plus tard, puis on est fiers de dire aussi que la Claque Rose, elle a donné le montant au cancer du sein jusqu'à maintenant, là, c'est 343 457 $. Ça, c'est en 9 ans. Ouais. Et cette année, comment on fait pour ramasser 55 000 $? C'est quand même pas dans une fin de semaine de curling qu'on ramasse ça, là. Il y a des événements qui précèdent tout ça. Il y a des gens qui font du terrain aussi, qui vont chercher des dons. Oui, c'est ça. On est chanceux à la Claque Rose, hein. C'est vraiment des gens de cœur qui sont avec nous parce que il y a plein de gens qui ont organisé d'activités, soit dans leur milieu de travail, dans leur famille, des ventes de galettes, ils ont fait une friperie avec du linge, vraiment de la vente de nourriture, un dîner spaghetti, de la vente de savon artisanal. Ça, ces gens-là, ils ont tous pris du temps pour organiser ça, pour ramasser des fonds pour la Claque Rose. Fait que c'est pas rien. Il y a Matraque aussi, qu'on en a parlé. Je suis venue ici pour le dire. Mais Matraque aussi est là depuis cette édition avec nous autres pour faire un show bénéfice pour la Claque Rose. Fait qu'on est vraiment reconnaissant de tous ces gens-là là, qui font des efforts. Maintenant,
aussi, la majorité des dons est ramassée par les filles. Il faut pas oublier, on a des commanditaires. On a un commanditaire majeur, généreux, la banque CIBC. Mais on a aussi les filles. Avec chaque fille qui joue à la claque rose a une enveloppe. Oui. Donc, comme tu dis, elle fait du terrain pour ramasser des sous. Puis c'est étonnant là, de voir les sous qui sont amassés dans les enveloppes des filles. On peut rappeler que les gars ne sont pas complètement exclus lors du rendez-vous de la claque rose. Ils sont invités à vous servir, notamment le samedi soir lors du souper, là, spectacle. Oui, puis ils sont présents toute la fin de semaine. Ils montent aux filles à jouer au curling, ils servent les filles au niveau dans la salle. Ils sont vraiment tout le temps présents là, de l'ouverture à la fermeture. Il y a des Gastons au curling. Pourquoi on les appelle des Gastons déjà? C'est là depuis le début, ça, hein, les Gastons? Oui, mais ça vient pas de nous, hein. Ça vient d'un C'est eux autres? Non. C'était un tournoi de femmes au curling, là. Ça, c'est vraiment une idée empruntée à un tournoi qu'il y avait déjà au curling bien avant la claque rose, là. Bon. Ça vient de là. Mais les Gastons, je vais me permettre de les nommer, si tu veux bien. On a Mario Jourdain. Mario, on se rappelle que c'est notre Gaston qui amasse beaucoup de sous, puis on l'a un peu mentionné. En cette édition, Mario a ramassé plus de 41 000 $ pour la claque rose. C'est quand même pas rien. En cette édition, OK. Oui. Il me disait, il a fait 90% de l'objectif à lui seul. Là, et... Non, en cette édition. Ensuite, on avait Éric Labrie, Michel Paradis, André Perron, Rémi Fournier, Pierre Bourgeois, Dominique Terrien, Sébastien Poulain-Fortin, Mario Maranda, Éric Beaulieu et David Barriot. Et le dimanche, on dévoile le Gaston Rose de l'édition. C'est les filles, chaque fille a un bulletin de vote et vote pour leur Gaston de leur choix qui, pour elle, a bien fait dans la fin de semaine. Et cette année, le Gaston Rose est David Barriot. Bon. Et puis, les filles, on peut pas les nommer, là. Il y avait quand même 36 équipes, probablement 4, 5, peut-être 6 joueuses par équipe. Ça fait beaucoup. Mais c'est quand même, il y a une compétition là-dedans. Il y a quand même des gagnants, quoi. Oui, à la fin de tout ça, là, on donne pas une équipe gagnante. C'est pas un tournoi compétitif non plus, là. Pas du tout. C'est vraiment participatif. Puis on tient, les filles peuvent pas faire plus que 2 points par bout. Fait qu'on veut vraiment garder ça, avoir du plaisir à jouer au curling, dans le fond. Et puis, le dimanche, ce qu'on fait, c'est qu'on tire une équipe gagnante symbolique qui reçoit le trophée Christine Fortin. On se rappelle qu'on a nommé notre trophée Christine Fortin en l'honneur de notre première présidente d'honneur qui a perdu son combat contre le cancer du sein, qui est décédée. Donc, notre trophée porte son nom. Et cette année, c'est l'équipe de Mélanie Moreau qui a remporté le trophée. En même temps, c'est vrai que c'est un événement plaisant. On a du fun toute la fin de semaine, mais c'est chargé d'émotions aussi, là. Il y a des gens, bien sûr, qui le font pour la cause, mais parce qu'on connaît quelqu'un qui l'a vécu, le cancer du sein. C'est le cas de bien des gens qui sont impliqués dans votre organisation. Il y a des moments de larmes aussi, hein, d'une fin de semaine comme ça. Oui. Puis, ce qui est touchant aussi, Jean, c'est que des présidentes des années passées reviennent jouer. On les voit, là, ils sont là toute la fin de semaine, viennent jouer, puis ils ramassent beaucoup de sous, ces filles-là, pour la cause. Ils s'impliquent énormément. Ça aussi, je t'avoue que ça nous touche toujours de revoir nos anciennes présidentes en forme, en santé, qui ont passé à travers ça, puis qui reviennent à la claque, mais comme joueuses. Mm-hmm. En même temps, ces années-ci, on le sait, là, l'économie, ça roule pas très, très, très bien à cette île. On est dans une période de ralentissement quand même. C'est pas facile, là, d'aller dans le domaine des causes, des campagnes de levée de fonds comme vous le faites avec un événement comme ça. Ça fait que les gens font leur part, là. J'imagine qu'il y a plein de monde à remercier au terme d'un événement aussi, comme ça aussi. C'est sûr. C'est ça, comme je te disais, on a ramassé cette année 55 042. L'an passé, parce que les entreprises, il y en a beaucoup qui font leur part aussi de toutes sortes de façons. Oui. Puis l'an passé, là, on avait ramassé 55 128. L'écart est pas gros, là. Fait que le comité était vraiment étonné de voir qu'on s'était, on peut dire, arrivé au même résultat que l'an passé avec le ralentissement économique. Fait que c'est sûr, on a de nombreux commanditaires qui sont là chaque année fidèles avec nous. C'est pas difficile de les convaincre d'embarquer dans notre cause. Et les filles qui amassent beaucoup de sous, les Gastons, les activités, tout ça fait en sorte là que la claque rose est vraiment un succès. Puis je vais prendre du temps aussi pour remercier. Moi, je suis là au micro et tout, mais j'ai une équipe qui est quand même assez extraordinaire et qui est fidèle aussi à chaque année. Puis je vais prendre le temps de les nommer puis de les remercier. Parce le comité organisateur, comme ça. Oui, parce que je les apprécie beaucoup, ces filles-là. Sylvie Arsenault, Marie Grenier, Anne Gamble, Carole Lévesque, Doris Boudreau et Stéphanie Tremblay font que la claque rose est ce qu'elle est, là.
On vient de vivre une belle 9e édition. Tout ce beau monde va être de retour l'an prochain. Donc, en 2018, ça va être le 10e, sûrement spécial. Toi, qu'est-ce qui te motive à faire ça depuis quand même 9 ans, là? C'est une grosse organisation. Ça demande beaucoup de temps. On s'épuise même dans cette fin de semaine-là, là. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on s'épuise. Puis on arrive au vendredi, puis on se dit, mon Dieu, on est-tu correct? On a tout fait. Puis quand la clôture se fait, puis qu'on voit le montant, puis les gens à la fermeture, qui nous disent comment ils ont apprécié leur fin de semaine. Le samedi soir, moi, quand je vois les filles s'amuser comme ça aussi, c'est toute notre récompense. Oui, le montant, oui, la cause, mais je pense que l'ensemble de la fin de semaine nous fait réaliser à quel point la claque rose a son sens. Fait que c'est probablement ça qui me motive de revenir d'année en année. Ouais. Eh ben, bonne chance pour la 10e édition l'an prochain et un gros bravo là pour ce bel accomplissement avec le 9e rendez-vous de la claque rose au club de curling cette fin de semaine. Natacha Savoie, un gros merci pour ton passage à Côte-Nord Attitude. Merci à toi. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Bon, aujourd'hui, j'ai trouvé un cadeau original pour papa et maman, mais là, je suis pas mal serrée. Ça doit pas coûter une fortune, mais je veux vraiment qu'ils lancent un wow. Hey, ici, c'est ton portefeuille. Coucou! Tu recherches le cadeau idéal, mais tu veux aussi économiser. Visite maintenant boutiqueattraction.com, une boutique en ligne avec des super économies. La boutique Attraction te propose des offres à 50%. Là-dessus, tu vas trouver de tout et dans tout plein de régions au Québec. Intéressant, hein? Wow, cool, merci. Boutiqueattraction.com, c'est parfait. Les 12 soirées Pure FM. Allô, c'est Valérie. Quoi de mieux pour terminer la journée que de se détendre avec les meilleures balades? Honesty is such a lonely word. Ne sais-tu pas que je t'aime encore? Oh, won't you stay with me? I wanna live by myself anymore. C'est un rendez-vous du lundi au jeudi de 19h à 21h dans les 12 soirées Pure FM. Pure FM. 94.1. La compilation. Salut, c'est David. Du lundi au vendredi dès 18h, je vous invite à un voyage dans le temps musical à Pure FM avec la compilation. Parce que commencer la soirée avec ça. On s'est aimé comme on se quitte. Ou bien ça. Anyway, je suis content. Ça me semble que ça fait du bien. Commencez vos soirées de semaine du bon pied avec la compilation dès 18h. Pure FM. 94.1. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94.1. Et on retourne trouver Tommy Auger qui est présentement au Centre des Congrès. On le sait, il y a un dîner-conférence sur le développement du projet du lac Bloom avec devant les membres de la Chambre de commerce de cette île. C'est Monsieur David Catafort qui est là, qui est maintenant chef des opérations pour Champion Iron. Et puis, Tommy, ça va? Il a annoncé des choses intéressantes? Non, il a expliqué en entrée de jeu là, que présentement, aujourd'hui, il allait se contenter de présenter le projet, donc présenter où ils en sont là, dans leur démarche. Et il sera de retour parmi nous là, peut-être d'ici quelques semaines. Il n'a pas donné de date, mais nous, on va le questionner tout à l'heure. Mais il sera de retour là, pour d'autres annonces là, d'ici peu. Oui, en fait, Monsieur Catafort, c'est un peu lui qui était le parrain de l'étude de faisabilité là, qu'on a rendu public le 16 février. C'est quand même très, très positif ce qu'il y a à dire aux gens d'affaires de cette île, là. C'est très positif. Là. C'est sûr que le dîner-conférence a débuté avec du retard, donc le peu d'informations que j'ai réussi à avoir jusqu'à maintenant, on parle d'un objectif de 20 millions de tonnes par année qu'on veut sortir de la mine qui appartenait anciennement à Cliff. On parle que selon leurs études, là, on serait dans les alentours de 44 $ canadiens la tonne, ce qui offre une rentabilité intéressante également pour la mine. Donc, au début, là, il s'est vraiment concentré à démontrer les différences de productivité entre ce que eux veulent faire et ce que Cliff faisait. Donc, il avait des tableaux là pour démontrer les différences de productivité là entre les deux. Par exemple, pour les parcs à résidus, la manière de traiter les résidus. Ça, ils disent qu'ils sont capables d'aller chercher quand même là, sauver beaucoup de coûts
avec les techniques qu'eux vont instaurer. Oui. Monsieur David Catafort, qu'on a nommé ce matin chef des opérations. Donc, on va écouter un petit extrait de sa conférence. Gros merci, Tommy. Là, t'as pu nous rendre ça disponible assez rapidement. Ça fait 2 fois qu'on fait ce tour de force d'être en direct avec des conférenciers qui sont ici pour la Chambre de commerce. Dis-moi, Monsieur Catafort, c'est la bonne personne, hein? C'est lui qui va être le répondant là pour les PME, les gens de cette île qui s'intéressent au projet du lac Bloom. C'est un gars qui parle très, très bien français. C'est un Québécois. Oui, exactement. Puis avec près de 130 personnes là, dans la salle présentement à l'écoute. J'imagine que son téléphone et sa boîte courriel sont bien remplis dans les prochaines semaines et les prochains mois. Des sous-contractants ou des gens là, qui désiraient avoir un contrat là, avec Champion Iron. Je pense que ils vont être bien en demande dans les prochains leur procès du côté du lac Bloom. Ben, Tommy Auger, un gros merci pour cette collaboration. Je rappelle que tu es journaliste pour Cogeco TV, collaborateur à Côte-Nord Attitude. T'as pris des images aussi pour la TV, là, on aura certainement l'occasion de voir ça vous au 555. Vous aurez un reportage conjoint là, de IOC et de Champion Iron dès mercredi 18h30 sur les ondes de Cogeco TV. Et David Catafort, vice-président ingénierie, maintenant chef des opérations chez Champion Iron. On écoute à l'instant un extrait de sa conférence devant les gens d'affaires à Sept-Îles ce midi. Déroulement du projet, comme on disait, la sélection, la décision de faire l'étude de faisabilité s'est faite au 3e quart de 2016. On a livré l'étude de faisabilité, on l'a mis officiel sur le site CEDAR et sur notre site Internet depuis vendredi. Et on l'a annoncé il y a à peu près un mois. Ça nous amène à notre rencontre qu'on a eue avec le conseil d'administration au début février. On a pris la décision de prendre le conseil d'administration complet de Champion et de Minerais de Fer Québec, donc nos partenaires du gouvernement, et ainsi les membres du conseil qui sont en Australie, aux États-Unis et dans l'ouest du Canada. On s'est tous réunis à Fermont pour faire un conseil d'administration de 3 jours, pour présenter l'étude de faisabilité, faire le tour des installations pour que les gens comprennent on était rendu où dans le projet et qu'est-ce qui était à faire. À la suite de ce conseil d'administration-là, on a eu l'autorisation de notre conseil d'aller en recherche de financement pour démarrer les opérations. Notre étude nous a montré qu'on avait besoin de 327 millions de dollars pour redémarrer les opérations. Donc, on a eu l'autorisation d'aller attacher le financement. Advenant le cas que le financement arrive dans les temps qu'on a prévus, on devrait commencer les travaux de construction au site cet été, donc environ juillet-août de 2017, pour un redémarrage aux alentours du premier quart 2018. Donc, tout ça, c'est sujet au financement, mais présentement, c'est notre orientation pour la suite des choses. Comparaison des coûts. Des fois, les gens se demandent, bon, qu'est-ce qu'ils vont faire de différent, pourquoi que Bloom Lake peut fonctionner. Je pense que ça valait la peine de prendre quelques minutes juste pour regarder la structure de coûts qu'il y avait auparavant, la structure de coûts qu'on avait prévue lorsqu'on a fait l'acquisition du projet et finalement les résultats de l'étude de faisabilité. Donc on voit le premier petit bloc récupération. On voit peut-être mal là parce que c'est en pourcentage. Mais au temps de Cliffs, lorsque le Bloom Lake a fermé en 2014, il y avait une récupération d'environ 70%. Ça veut dire que 30% du fer qui rentrait dans l'usine se retrouvait au parc à résidus. Cliffs avait travaillé beaucoup sur le projet d'expansion, qui était la phase 2, et avait développé un nouveau circuit qui permettait de récupérer 80% du fer. Donc une amélioration de 10%. C'est ce qu'on avait budgété initialement quand on avait acheté les opérations, parce que notre vision, ce n'était pas nécessairement de terminer la phase 2, mais bien d'installer ce circuit de récupération-là à l'intérieur de l'usine qui est existante. Par contre, en travaillant avec notre groupe australien, on a vu qu'il y avait des améliorations possibles et on a réussi à se rendre à 83% de récupération en fer. Juste pour vous donner une idée de c'est quoi l'ampleur d'améliorer la récupération, chaque pourcent de récupération fer équivaut environ à 1$ la tonne sur nos coûts d'opération.
Donc, si on regarde la différence entre le 70 et le 83, juste cette amélioration-là nous permet de réduire nos coûts d'opération de 13 $ la tonne. Après ça, le logistique terrestre, ben, on a vu que lorsque Cliffs opérait, ils utilisaient leur propre quai et leur propre shiploader, excusez pour l'anglicisme. Et pour ce faire, pour être capable d'atteindre leur marché asiatique, ils étaient obligés de faire un transbordement. Avec l'utilisation du nouveau quai multi-usagé, ça permet de réduire considérablement les coûts de logistique. Après ça, quand on regarde le bloc mine, ce bloc-là il est peut-être un petit peu biaisé parce que Cliffs avait l'intention de se trouver un partenaire pour la deuxième usine. Donc, ce qu'ils ont fait en 2014, c'est qu'ils ont fait du déblaiement partout sur la mine. Ils ont fait du forage topographique un peu partout. Ils ont déplacé beaucoup de matériel stérile pour se préparer à une expansion. Donc, naturellement, nous, on peut bénéficier de ces investissements-là qui ont été faits lors du redémarrage. On arrive avec un coût de 10,45 par tonne de concentré pour nos opérations minières. Concassage, c'est un petit centre de coût, là. Il y a des petites améliorations, mais c'est pas rien de majeur. Côté procédé, l'amélioration est principalement due au fait qu'on augmente la récupération. Donc, on rentre exactement le même nombre de tonnes dans l'usine, mais parce qu'on en récupère plus de fer, on réussit à avoir plus de matériel qu'on vend. Donc, on réussit à diminuer nos coûts d'opération. Gestion des eaux. On fait des investissements assez majeurs pour le redémarrage, pour arrêter le procédé que Cliffs utilisait pour la gestion de leurs résidus. Ce que Cliffs faisait, c'est qu'il dompait les résidus près de l'usine et ensuite il les chargeait avec des petits équipements, il mettait ça dans des camions 40 tonnes et il déplaçait ça sur environ 3 km sur la propriété pour le domper. Mais juste avant de fermer, Cliffs a terminé la fabrication d'une usine de surpression, une usine de pompage, qui permet de pomper le matériel sur ces 3 km. Donc, on fait des modifications à cette usine-là, ça va nous permettre de décharger les résidus à l'aide d'un système qui est purement hydraulique, puis pas avoir recours à du chargement et déchargement avec des petits équipements. Donc, c'est ça qui explique la réduction des coûts. Support au site. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais Cliffs utilisait ce centre de coûts-là pour mettre beaucoup d'autres dépenses qui n'avaient pas nécessairement un lien avec le support au site. C'est donc un extrait de la conférence du nouveau chef des opérations de Champion Iron, propriétaire de la mine de fer du lac Bloom, Monsieur David Catafort, qu'on vient d'entendre. Il a prononcé ses explications là sur le projet à venir de Champion lors d'une conférence, donc, au Centre des Congrès ce midi. Un gros merci à Tommy Auger qui a collaboré à cette émission. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. À demain.